Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations franco-africaines. Vous le savez, ça fait l'actualité ces derniers jours. La France fait parler d'elle dans ses anciennes colonies africaines. Évidemment, quand je parle de ces anciennes colonies, ce n'est pas toutes les colonies. Mais aujourd'hui, nous voulons nous intéresser aux trois dossiers essentiels, à savoir la crise des relations entre la France et l'Algérie, le retrait des trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont donc décidé de claquer la porte de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et enfin de la visite de l'opposante française Marine Le Pen au Tchad. Ce sont trois dossiers qui concernent tous les relations entre la France et les pays africains, ou du moins certains pays africains, à savoir les 16 anciennes colonies. Commençons donc par l'Algérie. Nous en avons déjà une fois parlé ici, évoquant justement ces relations très difficiles, voire tendues, entre les deux pays. Et j'ai suivi dernièrement en France, lors des questions au gouvernement, ce sont des questions qui sont posées normalement par les parlementaires, soit par les députés de l'Assemblée nationale, soit par les sénateurs. Et donc, des questions qui sont adressées aux membres du gouvernement pour demander des explications, des éclaircissements. Et donc, cette semaine, encore une fois, il a été question de ces relations entre l'Algérie et la France. Parce qu'il faut dire qu'il y a de quoi. Il y a de quoi parce que ces relations qui sont tendues depuis un moment déjà ont connu encore une fois une escalade qui est montée en flèche, suite notamment, suite à la politique française de l'immigration. Et là, justement, ça commence à se durcir très nettement. Vous le savez, le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a décidé de durcir, de hausser le ton pour demander à l'Algérie de s'impliquer à la résolution des problèmes liés à l'immigration entre les deux pays. Vis-à-vis de l'Algérie, puisqu'on octroie beaucoup de visas. La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. En cause, il y a un influenceur, l'Algérien, qui vivait sur le territoire français, dans le sud du pays, et qui a été expulsé par la France. Dernièrement, c'était au mois de janvier, je crois. Donc, il a été embarqué au bord d'un avion à destination d'Alger, mais arrivé à Alger, les autorités algériennes ont décidé de le renvoyer en France. Et ça a provoqué une crise, justement, diplomatique entre les deux pays. Nous le savons bien, les relations sont tendues, surtout pour des raisons historiques liées à la colonisation, mais également pour les questions du Sahara occidental. Nous avons évoqué cette question également, mais maintenant il y a cette question encore qui surgit liée à l'immigration. Et ces derniers temps, le nouveau ministre français de l'Intérieur a décidé de durcir, de hausser le ton et de demander des comptes à l'Algérie, ce qui évidemment provoque une très vive tension entre les deux pays
jusqu'à ce que le président algérien Tebboune déclare officiellement que la France veut la destruction de son pays. C'était grave. نشوف تلفزيون عموميه فرنساويه باش نقولها باسمها عندها الجزائر تقتصر في ساحه البريد المركزي وتقتصر في اودان. وزيرهم الخارجيه يقول نفس الشيء، الاخر يقول واش دخلك فيا؟ تتكلم على فرنسا يعني. نتكلم على لا واضح هذا صحيح تقصد به فرنسا يعني انت حسب ما فهمت انه المطرشي عبد المجيد تبون انا ما نبغيش واش الجزائريين من الان راهو يحذر فرنسا في حال لا انا ما نحبش بصفه ولا اخرى حذرها تواصل باش فرانس 24 تملي عليا املاءات سياسيه. احنا جزائريين عارفين واش يخرجنا واش ما يخرجناش. قانع السيد عبد المجيد تبون انه فرنسا تخلط كبير تخلط كبير ما نقولش فرنسا رسميه ما نتجراش لهذه الامور ولكن في تخلط كبير يعني يبغي يفرض عليك رايه. وزير خارجيه يقول الجزائريين ماذا بهم لو كانوا يديروا مرحله انتقاليه. Et justement, cette tension qui monte, qui fait l'actualité en France essentiellement à Paris, mais aussi à Alger bien évidemment, craint une sorte de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qu'évidemment personne ne souhaite et ce qui ne serait dans l'intérêt de personne. Ça, c'était le premier point. Deuxième point qu'on veut évoquer ici, nous en parlions, c'est les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont donc décidé cette semaine de claquer la porte de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qu'ils accusent d'être un instrument politique à la solde de la France essentiellement. Et j'ai suivi, ce 20 mars, qui était la journée internationale de la francophonie, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a été interrogée sur ce retrait des trois pays. Et elle dit qu'évidemment, elle déplore ce départ, mais indique que ces pays qui avaient été suspendus, justement, on ne l'avait pas dit, ces pays ont été suspendus suite au coup d'État qui ont eu lieu justement avec le renversement des régimes démocratiquement élus. Maintenant, vous savez que les trois pays sont dirigés par des régimes militaires. Et donc, c'est suite au coup d'État en question que l'Organisation internationale de la francophonie a suspendu ces trois pays qui étaient membres. Et d'ailleurs, au Niger, on nous dit, est membre fondateur de leur organisation. Et donc, le secrétaire général des Nations, de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a déploré ce départ tout en indiquant que la suspension avait été décidée parce que justement ces pays n'avaient pas respecté les textes qui régissent leur organisation. Et donc, elle dit, c'est des pays qui le savaient bien, qui n'ont pas respecté les règles qu'eux-mêmes ont adoptées. L'OIF n'a pas atteint la souveraineté de ces États. Nous avons appliqué des textes que ces États-là, ces pays-là, depuis l'an 2000, ont accepté, auxquels ils ont souscrit. Le monde multilatéral est fait de chartes, de protocoles, de textes fondamentaux auxquels les États ont souscrit. Si vous voulez, ça aurait été une bonne chose de rester dans l'organisation et demander à ce que les règles changent, plutôt que de dire qu'on applique des règles que ces pays-là eux-mêmes ont voulu. Oui. Voilà, donc non, on ne peut pas prétendre atteindre la souveraineté des États, ce n'est ni notre intention et ce ne serait pas possible de toute façon. Voilà. Et donc, la déclaration, la réaction de Louise Mushikiwabo a un peu interrogé.
parce qu'on ne va pas défendre ici les coups d'État qui ont eu lieu dans ces 3 pays. Mais la décision qui a été prise de les suspendre quand même est peut-être une décision politiquement motivée. Parce que quand Louise Mushikiwabo dit que la décision a été prise par les États membres lors d'une réunion qu'elle a présidée, mais que ce n'est pas elle personnellement qui a pris la décision. Bon, on a envie de la croire, mais on sait qu'au sein de cette organisation, il y a un pays membre qui est le moteur même de l'OIF. Évidemment, je vais parler de la France. Et si la France n'avait pas voulu que les 3 pays soient suspendus, évidemment, la suspension n'aurait jamais eu lieu. Donc, c'est parce que c'est une sorte de représailles, parce que ces coups d'État ont amené à la tête des États des présidents militaires hostiles à la présence française dans leur pays. D'ailleurs, vous le savez déjà, la France a déjà quitté les 3 pays sur demande des nouvelles autorités putschistes. Et comme représailles, la France a décidé de suspendre ces pays des instances de l'OIF. Mais c'était une suspension, ce n'était pas une révocation. Et on attendait peut-être qu'il y ait des négociations entre leur organisation et les 3 États, des négociations qui n'ont jamais eu lieu. D'ailleurs, la secrétaire générale évoquait une autre situation, celle de la Guinée, qui aussi avait été suspendue, mais après, comme elle le dit, s'est approchée de leur organisation, du secrétariat général, et puis il y a eu des discussions. Mais j'aurais aimé qu'après la suspension, on puisse s'asseoir avec ces pays-là et voir comment sortir de la suspension. C'était le cas notamment avec la Guinée qui nous a approchés après suspension et nous avons accompagné ce pays, nous continuons d'accompagner ce pays. Mais comme on le sait au Sahel, ce n'est pas l'approche qui a été adoptée. Eux, les 3 pays du Sahel, ont décidé de claquer la porte. Ils ne veulent pas entendre parler de la participation de leur pays dans les instances de l'OIF, justement parce qu'ils accusent leur organisation d'être un instrument de la France. Accusation d'ailleurs qui avait été portée également contre la CEDEAO, qu'ils ont quitté aussi, accusés d'être un instrument de la France. Pour revenir à la réaction de Louise Mushikiwabo qui dit que ces 3 pays avaient été suspendus parce qu'ils n'avaient pas respecté les règles qui régissent leur organisation, on a tendance à regarder ailleurs d'autres pays qui sont également membres de leur organisation. Je vais bien évidemment parler du Rwanda. Le Rwanda est membre de l'OIF, même si le français perd du pied de plus en plus justement par la volonté même du régime qui est en place à Kigali, mais le Rwanda reste membre de l'OIF. Et Louise Mushikiwabo est elle-même rwandaise. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Paul Kagame. Et si elle est à la tête de l'OIF, c'est par la volonté même du président rwandais qui a proposé sa candidature au président français Emmanuel Macron. C'est une candidature qui a été mise dans la balance pour des négociations, des échanges qui avaient lieu entre les 2 chefs d'État pour d'autres intérêts peut-être et sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui. Mais si Louise Mushikiwabo a été élue à la tête de l'organisation francophone, c'est parce qu'il y a eu ce deal, cet accord entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. Et donc, ce que je vais dire, c'est qu'on a dit ici, on a répété, et vous l'avez suivi également, ça fait l'actualité ces derniers temps,
le Rwanda est accusé par presque tous les pays, y compris la France, d'agresser la République démocratique du Congo, d'être le responsable déstabilisateur, le principal déstabilisateur de l'Est de la République démocratique du Congo en soutenant la rébellion du M23. Évidemment, cela a été prouvé, c'est documenté. Et si cette agression est documentée, l'agression normalement constitue un crime international. Ça veut dire qu'en réalité, le Rwanda viole aussi les règles qui régissent l'Organisation internationale de la francophonie. Si vous condamnez, vous suspendez les 3 pays du Sahel qui sont dirigés par des putschistes, qui n'ont pas respecté les valeurs démocratiques qui régissent l'OIF, comment pouvez-vous prétendre ne pas condamner l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, l'agression dont se rend coupable justement le Rwanda? On le comprend, je l'ai dit que Louise Mushikiwabo est rwandaise, très proche de Paul Kagame, et donc elle n'oserait pas condamner cette agression, même si elle dit qu'il y a une mission de péché dans la région par l'OIF pour essayer d'avoir une mission d'information envoyée à Kigali, à Kinshasa et dans d'autres pays de la région, mais évidemment, c'est une façon de se justifier. Parce que si leur organisation avait été voulu, avait voulu être sévère, comme elle l'a été dans le cadre de ce qui s'est passé dans les pays du Sahel, le Rwanda aurait été également suspendu, du moins suspendu. Je ne parle pas de révocation, mais au moins le Rwanda aurait dû être également suspendu des instances de l'OIF, ce qui n'a pas été fait. L'OIF n'a jamais condamné les agissements du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo également qui est membre de l'OIF. Donc il y a un État membre de l'OIF qui agresse un autre État membre de l'OIF et leur organisation reste silencieuse. C'est un silence évidemment coupable. Et donc, c'était une parenthèse que j'ouvrais comme cela, mais pour dire que dans ce bras de fer qui opposait les 3 pays du Sahel de l'AES à l'OIF, évidemment, les 3 pays ont raison de dire que cette organisation leur est hostile, et surtout à cause de la France. Et voilà, donc c'était cette façon de faire de l'organisation française, de cette organisation de la francophonie interroge également, puisque pourquoi d'ailleurs attendre que ce soit les pays pas exclus mais suspendus qui viennent frapper à la porte de leur organisation pour entamer des discussions? Pourquoi est-ce que leur organisation ne ferait pas le premier pas pour débuter, pour pouvoir entamer les négociations, si négociations il devait y avoir? Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Nous avons parlé de l'Algérie, nous avons parlé également de cette alliance des États du Sahel, et les 3 pays membres ont décidé de claquer la porte de l'organisation francophone. Troisième point, c'est le Tchad. On a vu du vendredi 14 au dimanche 16 mars 2025, Marine Le Pen a effectué un séjour bien remarqué au Tchad. Au Tchad, il a rencontré le président Idriss Déby Itno. Il a rencontré également les membres du Parlement. Et comme par hasard, dans son intervention, elle a indiqué que
il voudrait que les relations entre la France et l'Afrique s'améliorent sous sa présidence et n'a pas caché ses ambitions présidentielles. Elle, Marine Le Pen, dont le parti est célèbre pour sa prise de position contre l'immigration, surtout l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne, veut maintenant améliorer les relations entre son pays et les États africains. Je suis venu 2 fois au Tchad. J'espère que la 3e fois où j'aurai l'occasion de venir, je viendrai comme présidente de la République française. Ah oui, parce qu'il ne faut rien s'interdire en termes d'espérance pour les femmes, hein, je le rappelle. Ces 2 pays ont beaucoup en réalité en commun. Et ils doivent construire demain des coopérations qui soient des coopérations fondées sur la vision, je crois, que nous partageons de ce que doivent être les relations internationales et les relations entre 2 pays. C'est-à-dire des relations de respect. Des relations qui respectent précisément la souveraineté de chacun. Des relations qui ne se fondent pas sur un rapport déséquilibré. Des relations qui ne se fondent pas sur un pays qui donne des injonctions à l'autre, ou un pays qui subit des injonctions de l'autre. C'est ce que je suis venu dire au président de la République. C'est le même discours que celui que j'avais tenu au feu maréchal, regretté, pour lequel j'avais, je vous le dis, une grande admiration. Bon sang ne saurait mentir, dit-on en France, et j'ai retrouvé dans la détermination du président du Tchad, la détermination que j'avais sentie chez son père. C'est un peu étonnant, c'est surprenant même. Ça veut dire qu'elle, en réalité, elle était au Tchad, d'ailleurs, où elle s'est rendue au bord de l'avion affrété par la présidente tchadienne, qui lui a déroulé le tapis rouge, se présente maintenant comme la chantre de l'amélioration des relations entre l'Afrique et la France. Évidemment, on verra ce que ça va donner si elle est élue en 2027 présidente de la République française. Est-ce qu'elle tiendra, si elle est élue? Si elle est élue, est-ce qu'elle tiendrait parole? On ne sait pas. Mais alors, maintenant qu'on a présenté ces 3 dossiers, factuellement parlant, ce qui s'est passé, il y a 2 questions qui se posent. La première question, est-ce que la France, le gouvernement actuel français, à commencer par le président, mais également le gouvernement qui vient d'être mis en place, est-ce que la gouvernance actuelle française, dans ses relations tendues avec certaines anciennes colonies, la gouvernance actuelle ne jetterait pas de l'huile sur le feu? Parce qu'on a vu, on a parlé de Bruno Retailleau, mais également on peut parler des propos d'Emmanuel Macron, le président, qui se veut des fois direct et franc, mais qui frise la provocation et qui sont considérés par des pays africains, certains responsables africains, comme offensants, insultants. C'est ce qui s'est passé dernièrement lors de vœux, lorsqu'on a vu des passe-passe entre justement le président français et son homologue tchadien. Donc, il y a des propos qui sont considérés comme ne respectant pas les Africains. Évidemment, si on ne respecte pas
c'est semblable, ça veut dire qu'eux non plus ne vont pas respecter, d'où peut-être aussi l'hostilité croissante des Africains à l'égard de la France. Évidemment, on l'a répété également, on a eu l'occasion d'évoquer ces relations, mais je pense qu'Emmanuel Macron a une part de responsabilité par ses déclarations dans ce qui arrive à son pays, dans la détérioration des relations entre certains pays africains et la France, justement. Deuxième question qu'on veut se poser, et peut-être qui va dans le même sens, on veut savoir à qui profitent les tensions entre la France et ces pays africains. On a parlé des 3 pays du Sahel, on a parlé de l'Algérie, on a parlé également du Tchad, mais on peut continuer. On peut parler également aussi du Sénégal, où le courant ne passait pas très bien entre la France et les nouvelles autorités sénégalaises, même si ce n'est pas au même point que ce qui se passe au Sahel. Mais aussi, il y a des tensions, et vous avez suivi par exemple que la première base militaire française a déjà été rétrocédée au gouvernement sénégalais. Et donc, on se demande à qui profitent ces tensions. Et quand on pose cette question, on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la politique interne de la France. Et on sent que, par exemple, si les détériorations, si ces relations se sont envenimées ces derniers temps entre la France et l'Algérie, c'est surtout à cause du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, qui, vous le savez, est membre du parti Les Républicains, dont il veut prendre la tête. Il fait campagne pour devenir président des Républicains. Et vous savez, c'est un parti de droite qui inscrit dans l'une de ses priorités des questions de sécurité et d'immigration. En mettant l'accent sur l'immigration, sur la reconduite aux frontières des immigrants clandestins, en mettant l'accent sur le fait que l'Algérie lui met le bâton dans les roues pour appliquer dans cette politique de reconduite aux frontières des immigrants clandestins. Il est en campagne. Il veut simplement montrer aux militants des Républicains que c'est lui l'homme de la situation, qu'il peut maîtriser la situation de l'immigration. Donc, il est en campagne. Et d'ailleurs, c'est l'accusation que lui porte l'opposition française. Je suis, par exemple, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère, puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français, mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples, qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur
de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. Je vous remercie. Et donc, il y a la politique interne de la France qui concerne également la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Je parlais tout à l'heure des passe-passe en début d'année entre Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron. Des déclarations qui n'étaient pas très amicales l'un à l'égard de l'autre. Et maintenant, Marine Le Pen, maintenant, qui est à la tête du principal parti d'opposition, on peut le dire, de voir le nombre des députés maintenant, si elle va au Tchad, dont le président connaît des problèmes avec le président français, ça veut dire en réalité, c'est le président tchadien qui veut dire, voilà, monsieur le président Emmanuel Macron, moi je peux t'embêter. Je veux inviter ton opposante à venir chez moi au Tchad. Et je sais qu'elle est candidate aux élections présidentielles de 2027. Et si je lui déroule le tapis rouge, ça veut dire que je suis également prêt à lui porter mon soutien pour sa candidature, du point de vue financement par exemple. Évidemment, Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027, mais il y aura un candidat qu'il aura proposé et qu'il va soutenir et qui va être embêté par la candidature de Marine Le Pen. Et si donc le président tchadien montre qu'il soutient officiellement une candidature d'opposition, c'est une façon évidemment d'embêter sérieusement la présidence française, du moins la mouvance présidentielle, puisque Emmanuel Macron n'est pas autorisé constitutionnellement parlant à briguer un troisième mandat. Donc, il y a cette politique interne de la France qui contribue sérieusement à envenimer les relations entre le pays et certains pays africains. À qui profitent ces tensions? Nous venons de parler des politiciens français qui peut-être militent pour les intérêts politiciens ou disons personnels. Mais il y a un autre enjeu de taille. Ça veut dire la géopolitique. Vous le savez, quand la France a quitté le territoire du Sahel, les trois pays se sont intéressés directement aux puissances de l'Est, des BRICS, la Russie, la Chine et même la Turquie. La Turquie qui joue de plus en plus un rôle majeur dans la politique africaine. L'intervention, vous le savez, qui a réussi à réconcilier la Somalie et l'Éthiopie, ça venait de la Turquie qui a joué la médiation et qui a réussi à réconcilier les deux pays voisins qui connaissaient des tensions quasiment irrémédiables. Et maintenant, ils sont en bonne entente
et ça se passe très bien, c'est grâce à l'intervention, à la médiation de la Turquie. La Turquie, donc, aussi s'intéresse de plus en plus au continent africain. Et les 3 pays du Sahel, ils se tournent vers la Chine, vers la Russie et vers la Turquie. Cela veut dire que les tensions bénéficient en deuxième lieu, si ce n'est en premier lieu, à ces puissances qui veulent s'installer de plus en plus sur le continent. La Russie a un œil intéressé au Sahel. La Chine n'est pas en reste. La Chine, vous le savez d'ailleurs, qui joue surtout sur le volet commercial, mais il y a également la Turquie et d'autres puissances peut-être comme l'Inde. Donc, ça veut dire que les tensions entre la France et les pays africains profitent également à ces puissances qui semblent regarder le jeu de loin, mais qui peut-être aussi interviennent en sous-main pour attiser les dites tensions pour que la France ne puisse pas se réconcilier avec ses anciennes colonies, et à ce qui évidemment les serait peut-être moins profitable. Et voilà. La question qu'on se pose maintenant, avec la détérioration de ces relations entre la France et certains pays africains et certaines anciennes colonies de la France, qui sont, disons-le, inquiétantes, profitent à certains politiciens français, profitent également à d'autres puissances qui sont des adversaires déclarés de l'Occident pour le contrôle de l'Afrique. Mais alors, si la France est en perte de vitesse dans ces pays africains et que d'autres puissances veulent s'y établir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres puissances qui voudraient jouer la médiation? Parce que les autorités françaises, et je suivis également le ministre français des Affaires étrangères, qui disait que, en parlant d'Algérie, qui dit que la volonté de la France est d'avoir des relations bilatérales avec l'Algérie au cordial dans l'intérêt des deux pays. Mais dans les faits, la France ne fait rien. Et on pourrait même penser qu'elle s'en fout complètement. Le fait de perdre le continent africain ne veut rien dire pour certaines autorités françaises. Et là, c'est inquiétant. Et les pays africains, évidemment, qui ont un ressentiment fort à l'égard de l'ancienne puissance coloniale, se tournent vers d'autres puissances. Il faudrait que les uns et les autres, les Africains et les Français, et peut-être les Européens de façon générale, puissent s'asseoir autour d'une même table de négociation pour trouver une issue politique, pour assainir les relations, pour se fixer des règles, avoir un partenariat gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des Africains et des Européens. Je ne parle pas seulement de la France, mais également des Européens et des Africains, puisqu'il y a entre les deux continents des liens historiques. Il faudrait que ces chamailleries s'arrêtent et que chacun apprenne à respecter l'autre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons. Nous voulions parler simplement de cette détérioration forte des relations entre la France et certaines de ses anciennes colonies, en nous posant la question simple, à qui profitaient ces tensions? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets.
Au revoir.